notre poétesse aujourd'hui, Anna Barkova, son statut est très particulier. D'une part, Anna Akhmatova, sa poésie vite était appréciée par Brusov, n'est-ce pas, par Bloch, par Balmont. Mais d'autre part, même en Russie, on la connaît très peu, y compris dans le milieu des spécialistes. Le plus souvent, c'est une idée, on dirait, assez vague de l'œuvre d'Anna Barkova, mais on pas plus que cela. Pour quelle raison? Nous avons aujourd'hui une très grande chance d'accueillir Catherine Bremont, qui est spécialiste, un des rares spécialistes de la poésie d'Anna Barkova en France. Ah oui. Elle est agrégée, ancienne élève de l'ENS. Très malingre, après le décès des 4 premiers enfants. Donc vous imaginez qu'est-ce qui s'est penché sur son berceau, quelle attitude pouvaient avoir ses parents devant cette petite fille malingre. Alors voilà ce qu'elle dit, je cite, « On m'a fait venir en ce monde à demi morte. Dès le berceau, j'ai senti l'envers de la vie. Mon cœur a tressailli de l'horreur du non-être. Yasmladjenchestva chuyala nibutiyo. » Donc cet envers du non-être, écrit-elle un demi-siècle plus tard. Donc elle grandit très solitaire dans un environnement d'ennui et de laideur. Elle-même a un physique ingrat. Elle dit toute sa vie, elle dit qu'elle est laide. Bon. Elle se réfugie dans la lecture, dans l'imaginaire. Dans la lecture, elle est connue comme le loup blanc dans toutes les bibliothèques de la ville. Elle lit Dostoïevski et bien d'autres, mais Dostoïevski, dès ses 9 ans, bon, ça nous paraît peut-être très jeune, mais à l'époque, elle n'était pas la seule. Hein. Mais en tout cas, Dostoïevski, elle le relit toute sa vie, et elle dit que c'est le plus grand amour de sa vie. Et il y a dans cette ville de Ivanovo un excellent lycée, un lycée privé, qui est un modèle d'élitisme démocratique et un modèle de très bonne éducation, dirigé par une femme tout à fait remarquable. Et grâce à l'emploi du père de Anna, il était gardien dans cet établissement, et aussi pour faire bien, pour faire plus démocrate, la directrice du lycée permet à Anna de faire ses études. Elle peut y faire ses études, elle se passionne pour les cours de littérature. Et son professeur de lettres, Vera Kolegaeva, reconnaît tout de suite son acuité intellectuelle et la met en avant dès qu'il s'agit de littérature. Anna, très jeune, en tombe amoureuse. Voilà. De cette période, elle se souvient, je cite, « De rares éclairs ont transpercé mes ténèbres et l'amour, quelquefois, m'a touché de son aile. » Alors, dans cette ville de Ivanovo arrive 1917 et Anna doit quitter le lycée parce que le lycée est contraint de fermer ses portes. Elle-même est pressée d'entrer dans la vraie vie, ça lui tarde, et elle s'enthousiasme pour les idées nouvelles, quelque chose de nouveau. Elle troque ses vêtements de lycéenne sage contre une longue jupe, un fichu de prolétaire, une veste rembourrée comme en portaient les ouvriers. Et voilà qu'Ivanovo, sa ville natale si peu aimée, jusqu'à ce jour, va lui donner sa chance grâce à sa meilleure arme, sa plume. Alors, il se trouve qu'à Ivanovo, donc dans cette ville ouvrière, il y a toute une équipe de poètes et de journalistes tout à fait remarquables qui, sous l'impulsion de Alexandre Voronsky, collaborent au journal Rabochi Krai, on pourrait traduire par région ouvrière. Ces journalistes, ces écrivains sont démocrates, progressistes, et comme ils sont éloignés de Moscou et de Pétrograd, ils ont su garder leur authenticité. Et ils font de ce journal vraiment un des meilleurs de tout le pays. Et dans ce journal, on trouve un véritable Parnasse littéraire qui rassemble tous les espoirs de la région. Et ces hommes de lettres, à Ivanovo, ont su attirer l'attention jusqu'à Lénine, à Gorky et à Lunacharsky, l'attention de Lunacharsky, le commissaire à la culture, on est aussi commissaire à l'instruction. Voilà. Et Anna, dès ses 17 ans, se joint à eux. Elle n'a peur de rien, bien que la plus jeune. Elle a une personnalité très vive. Tout de suite, elle ne manifeste aucun complexe. Elle correspond parfaitement à l'esprit du temps. Elle a la jeunesse, le talent, l'audace, l'enthousiasme. Rien ne lui manque.
Elle est une des figures emblématiques du journal. Elle se donne sans compter à son travail. Elle est l'Amazone dans un milieu masculin. Elle fait assaut de provocation, voire d'agressivité. Elle enfourche les idées féministes de l'époque et se targue d'être une communiste de la campagne. Communiste de la campagne, c'est le titre d'un de ses premiers poèmes. Elle est à la pointe du progrès, elle abandonne les préjugés de la morale traditionnelle, patriarcale, et elle tient des discours avec les bolcheviks de la vie. C'est du moins ce qu'elle écrit. Hein. Voilà ce que je cite. Tu joues l'orateur grondante et hurlant. Où donc est passée ta pudeur de fille? En pleine nuit, tu cours les réunions sans plus jeter un œil dans notre église. Voilà, donc c'est cet esprit de révolte qu'elle prône en même temps que l'avènement d'un nouveau monde. Elle chante la femme libérée. En tout cas, c'est ce qu'elle écrit, c'est son discours littéraire. Elle tourne le dos à l'amour. C'en est fini, dit-elle, des roses, des rossignols et des femmes roucoulantes sur un mol oreiller. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment l'esprit du temps. C'est ce que tous les poètes prolétariens ont chanté. Hein. C'en est fini des amours, des roses, des rossignols et tout ça, quand on fait rimer les roses avec tout ça. Elle fait rimer rose avec kolkhoz. Voilà, nouvel esprit. Elle est en phase avec le discours du prolet culte. Vous entendez là, non? Bon. Elle est en phase avec le discours, je parle plus fort, du prolet culte. Elle se vêt donc vêtue, coiffée à la bolchevique, elle a coupé ses cheveux, elle n'hésite pas, durant le combat, c'est du moins ce qu'elle dit, à tirer sur l'homme aimé s'il ne se range pas du bon côté. Elle se veut dans un poème qui s'appelle « Ennemi chéri ». Voilà. Et voilà ce qu'elle dit. Demain sur toi, mon ami, je poserai un regard tendre, j'appuierai sur la gâchette, ma balle t'embrassera le cœur et moi, je baiserai tes lèvres. Elle écrit ça en 1921 et quelques années plus tard, 1924, il y aura un récit très très célèbre de Lavrenyov qui a été mis dans un film, le 41e, qui a rendu cette histoire très célèbre. Mais elle l'avait déjà imaginée, donc avant. Alors, il y a... Anna joue sa partition aussi. Je parle très fort, là, tout le monde m'entend? Bon, voilà. Anna joue sa partition aussi dans le concert cosmiste au sein du mouvement prolétarien avec Françoise de Sourds. Là, on avait fait un colloque sur le cosmisme. Donc, c'est l'univers entier qu'il faut maintenant embrasser, non plus simplement tel ou tel individu et roucouler avec. Non, c'est l'univers entier qu'il faut embrasser. Ce mouvement cosmiste prolétarien était engagé par des figures comme Bogdanov et Gastiev. Et dans La femme de l'avenir, titre d'un autre poème, La femme de l'avenir, elle se voit en amoureuse cosmique, mère d'humanités innombrables. Je cite, « Je le sens, ils sont des millions à respirer sur des millions de planètes fébriles. Unissons-nous à l'univers sans retour en un éternel baiser d'amour. Dans les bras de l'univers je me jette, lassé des limites terrestres. De mes millions de bras j'enserrerai les mondes, de mes millions de cœurs je les pénétrerai. » Voilà. Donc, suivant encore les mots d'ordre de l'époque, elle qui a pourtant été élevée et nourrie au texte biblique, elle se déclare joyeuse d'aller danser dans les cimetières, de faire sauter les églises. Alors ça, c'est sûrement une façade qu'elle se donne, mais c'est celle qu'elle se donne. Et pourtant, malgré ce discours, dans le cœur de la poésie prolétarienne, elle fait quand même figure à part. Elle a une position ambiguë, parce qu'elle exprime une inspiration plus personnelle. Elle ne dit jamais « nous », comme tous les poètes prolétariens de l'époque, elle dit toujours « je ». Et elle sent lutter en elle deux poétesses, c'est ce qu'elle dit. Il y a un poème qui s'appelle « Deux poétesses », deux inspirations. Elle ne peut tout à fait étouffer la veine lyrique qu'elle sent en elle, ni abolir sa personnalité, comme font beaucoup de poètes prolétariens qui se fondent dans un tout, pour qu'ils sont tous pareils. Elle, non. Elle pressent déjà que, je cite, « ces usines écraseront notre moi, nos pitoyables moi d'aveugles ». En russe, « Эти фабрики я раздавят, наше жалкое я слепцов ». Donc ça, c'est 1921 déjà, elle pressent.
Elle a en elle une soif inextinguible de liberté qu'elle fait remonter à son tempérament d'asiate russe. Elle se sent dans une lignée mongole, elle croit qu'elle a un sang mongol en elle, elle se réfère à l'inspiration des Scythes, cette inspiration de destruction des Scythes. Et dans le même temps, donc en même temps qu'elle veut tout détruire, elle reste bien enfouie dans son cœur la tendresse et la pitié. La tendresse et la pitié, нежность и жалость, associées au doux visage du Christ de son enfance. Et du reste, même dans ce premier fascicule, Женщина, qui a été publié, je reparlerai grâce à Lunacharsky, son premier poème, c'est le premier Golgotha. Elle sent tout le malheur qui risque de s'abattre sur elle et elle va jusqu'au bout. Et elle écrit un autre poème aussi, Le Christ, dans la même année, à côté de la communiste de la campagne, à côté de l'Amazone prolétarienne. Et cette toute jeune voix venue d'Ivanovo ne passe pas inaperçue. Ses poèmes sont déjà remarqués par Alexandre Bloch. Et pourtant, lui, il est bien éloigné de cette poésie ouvrière, mais il la remarque. Valérie Briousov aussi, Balmont, qui est plus de la région. Donc ce n'est pas si mal pour une débutante de province d'avoir été déjà remarquée par ces noms-là. Et quant au commissaire de la culture, Lunacharsky, lui, il s'emballe carrément, il s'enflamme, il mise sur elle. Il espère devenir son Pygmalion et il espère faire d'Anna l'emblème féminin de la nouvelle poésie. Et voilà qu'il lui adresse par écrit ce compliment tout à fait extraordinaire. Je rappelle, en 1921, elle a 20 ans. Et non seulement il lui fait part de ce compliment, mais il l'écrit. Votre vécu est riche, votre talent est grand. Il vous faut préserver et développer tout cela. J'admets comme parfaitement plausible l'idée que vous deviendrez la meilleure poétesse russe depuis que la littérature russe existe. Vous imaginez ce compliment. Et Lunacharsky n'est pas qu'un idéologue, c'est un fin critique. Avant d'occuper ce poste, il a fait des études en Suisse, il a étudié la philosophie, Nietzsche, Schopenhauer et tous les classiques de la littérature européenne. Donc c'est pas simplement par démagogie qu'il lui écrit ça, c'est qu'il sent en elle, ou il pressent un très grand talent. Il signifie aussi, bien sûr, il a une idée, devenir son Pygmalion, il signifie qu'il croit Anna Barkova capable de rivaliser avec l'autre et illustre Anna, dont Tatiana nous a parlé, Anna Akhmatova. Il est fier ainsi de proposer un modèle de femme plus conforme aux attentes de l'époque, une sorte de madone prolétarienne. C'est ça qu'il voudrait faire de Anna Barkova, une madone prolétarienne à la Petrov-Vodkin. Petrov-Vodkin, ce peintre. Et il faut dire que face au Pétersbourg littéraire et cultivé de Akhmatova, le Peter des aristocrates, Barkova ne peut se recommander que d'une petite ville ouvrière. L'une, Akhmatova, est pleine de sentiments religieux, l'autre violemment anticléricale, du moins déclarée. Sardonique, comme le diable dont elle se prévaut parfois. L'une chante l'amour, les secrets d'alcôve, l'autre s'en libère officiellement. L'une est toute harmonie, l'autre refus et défi. Et à travers ces deux Anna, ce sont deux Russies qui s'opposent, ou plutôt c'est la Russie qui se scinde en deux. Et dans ce contexte où sont opposés Barkova et Akhmatova, Lunacharsky met en garde sa jeune protégée contre une trop grande propension à exprimer ses sentiments intimes et sa souffrance, parce qu'elle le fait. Mais il dit attention, ne soyez pas trop comme Anna Akhmatova. Et il lui dit, moins vous ressemblez à Anna Akhmatova, mieux c'est pour vous. Donc cette jeune fille, à Ivanovo, se retrouve seule. Déjà, elle n'avait quasiment pas de famille. La voilà tout à coup orpheline. Ses deux parents sont morts, elle est seule. Et Lunacharsky la presse de venir à Moscou. Alors, elle a bien envie, par ambition littéraire, elle se dit que la capitale, et puis surtout la position de Lunacharsky va lui permettre de développer ses ambitions littéraires. Elle devient sa secrétaire, donc elle va à Moscou, elle habite dans l'appartement du couple Lunacharsky, qui est un très grand appartement, au Kremlin, carrément. Elle devient sa secrétaire personnelle,
Et grâce à cet appui, son recueil poétique « Femme » est publié. Et c'est le seul qui sera publié de son vivant. À Moscou, elle écrit aussi une pièce, Nastasia le Feu, qui est publiée en 1923. Cette pièce pleine d'esprit de révolte, de déchaînement des instincts et de folie destructrice, qui se passe durant l'époque des troubles, donc longtemps avant. Et le drame de Barkova se joue comme une montée irrésistible jusqu'à l'incendie final. Préfiguration de la vie d'Anna et image de la Russie à feu et à sang. C'est déjà dans ce drame, il y a déjà tout ça. Car en fait, Anna, à Moscou, déchante très vite. Les tâches administratives lui prennent tout son temps. Le grand appartement de Lunacharsky est plein de monde. Elle ne dispose absolument pas d'argent. Lunacharsky met à sa disposition l'appartement, mais ne lui donne pas d'argent. Et lors d'une soirée poétique de lecture, la seule qu'elle pourra faire à Moscou, sa poésie est jugée d'après la ligne idéologique du prolet culte. Et elle s'en est quand même pas mal éloignée. Elle en a dévié. Et donc sa poésie est critiquée. Et dans le public, la seule personne qui prend sa défense, c'est encore à nouveau un grand poète, c'est Pasternak, qui prend la défense de Barkova. Donc sa poésie n'est pas reconnue. Mais pire que tout, elle perçoit peu à peu le grand leurre idéologique, l'oppression du peuple par de nouveaux Cromwell. Juste après la mort de Lénine, elle entend derrière une porte les voix pleines de morgue de Bogdanov et de Lunacharsky qui parlent du dictateur qui vient de mourir. Elle comprend que la révolution est trahie, qu'il y a une vérité pour les initiés et une autre pour le peuple. Et donc, malgré les avantages, peut-être que sa position aurait pu lui donner, elle quitte les dorures du Kremlin, consciente de s'immoler à la vérité. Car vraiment, elle voit se profiler une époque standardisée, mécanisée. Je cite, « Lénine et Einstein règnent en maître, jusque sur les cœurs, dit-elle. Et ces poèmes, ou du moins les poèmes, la poésie, doit se plier à, je cite, l'ingénieur spécialiste en passion. Déjà en 1923, elle utilisera les mots que Staline utilisera plus tard, comme le poète, l'ingénieur, le poète ingénieur, l'écrivain ingénieur. Donc déjà, à l'avance, elle raille les mots que Staline utilisera plus tard. Et donc, elle quitte le Kremlin, les avantages qui pour elle n'ont pas été bien importants, et elle commence pour elle une longue période d'errance et de misère. Cette période d'errance et de misère, c'est la condition de sa liberté dans ces années serviles. Les années serviles, c'est elle qui le dit. Elle écrit un poème. « Sous quel toit trouver un abri ?» se demande-t-elle. Et dorénavant, et pendant près de 40 ans, elle n'aura plus de chez soi. Elle dormira clandestine, chez les uns, chez les autres, dans un couloir, sur un coffre ou un chalit de baraque. Elle est seule, elle a froid, elle a faim, elle souffre de bronchite chronique. Mais toujours, elle écrit. Son esprit est aiguisé, sa plume acérée, et elle voit pointer la cruauté et la barbarie. Elle écrit « Regorgeant de sang et de fiel, notre vie suinte de partout. Un cœur insatiable de loup nous échoit d'un destin cruel. À coups de dents, à coups de griffes, nous lacérons nos pères et mères. À notre frère, nous ne jetons la pierre, nous le visons d'une balle en plein cœur. » En russe. Peut-être on le relira tout à l'heure. Пропитанный кровью и желчью наша жизнь и наши дела. Ненасытное сердце волчье нам судьба роковая дала. Разрываем зубами, когтями, убиваем мать и отца. Не швыряем в ближнего камень, пробиваем пулей сердца. Très fort, me semble-t-il. Le mois de mai 1931, donc elle a 30 ans, marque un des sommets de son inspiration. Elle voit que les bourreaux et les victimes s'affrontent dans la lutte des classes, mais que bourreaux et victimes ont des positions qui pourraient être tout à fait interchangeables dans le tragique de l'histoire.
et dans une mêlée enragée, le bêlement des agneaux répond au hurlement des loups. Elle écrit « Nous avons assez nourri de sang ce siècle historique, malade. Il a trahi nos espoirs, il a raillé notre amour. Il nous a promis des victoires et donné de nouveaux tyrans. Довольно мы кровью питали больной исторический век. Он наши надежды предал, он нашу любовь осмеял, он нам обещал победы и деспотов новых дал». Tatiana, peut-être j'aurais pu vous demander, où est-ce qu'elle est, de passer l'image. Voilà, ça c'est, j'aurais dû montrer ce portrait de Barkova, c'est la prolétarienne, c'est comme ça qu'elle s'est, c'était dans sa ville d'Ivanovo. La photo arrive un petit peu tard. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a très très peu, bien évidemment, de photos de Barkova, puisqu'elle était tellement inconnue. Et d'après une vieille photo, mon ami Nicolas Dronikov, que peut-être certains de vous connaissent, a fait pour moi et pour Barkova ce portrait, hein, que je trouve tout à fait réussi, mieux qu'une photo en tout cas. Voilà. Donc j'aurais dû vous montrer ça plus tôt, mais au moins vous avez ce visage avec ces yeux, ce regard quand même très direct. Donc elle a toujours eu des visions prophétiques et elle les couche par écrit. Elle voit déjà l'horrible corridor par où passent les victimes avant d'être abattues. Je lis. Fantomatique et étouffant, je vois toujours un long couloir et une rangée de fusils prêts à tirer, indifférents. Dans ce couloir, des murs humides, un festin de rats affamés. А в коридоре душном плесень и пир голодных крыс. Elle écrit ça avant d'avoir elle-même connu le goulag. Elle lance alors au dompteur, au kratitelям. Voilà ce qu'elle dit. Tu es aujourd'hui le guide aimé, tu seras demain le renégat. Voilà. Alors, on arrive 1934, décembre 1934, c'est l'assassinat de Kirov qui marque une vague de répression absolument terrible. Et l'arrestation de Anna suit immédiatement l'assassinat de Kirov, dès ce mois de décembre 1934. Quelqu'un l'aurait entendu dire, aucun écrit n'a transpiré, quelqu'un l'aurait entendu dire qu'on n'avait pas tué le bon. Ubili nie того, кого надо. Bon. Alors, suite à un très bref procès, le procès est expédié et elle est arrêtée. Arrêtée, c'est ce qui est dit, pour ses idées. C'est, dit son biographe, son premier biographe, Leonid Taganov, le premier procès de l'histoire russe. C'est pas moi qui le dis, c'est soviétique, c'est donc son premier biographe. C'est le premier procès pour délit d'opinion, avant Pasternak, Solzhenitsyn, Signavski. Et Anna est envoyée au goulag, au Kazakhstan, d'après l'article 58. Elle a 33 ans. Donc son premier séjour au goulag, 1935-1939, elle l'appelle son premier voyage, bien évidemment en référence à Céline. Elle passe 5 ans au Karlag, qui est un immense territoire d'environ 300 km sur 200, une sorte de sovkhoz géant modèle, destiné depuis 1930 à exploiter le charbon. On y brûle en été, brûle de chaleur, et on y gèle en hiver. Anna Barkova, avec sa très mauvaise santé, a des aptitudes tout à fait limitées, pour ainsi dire nulles, aux travaux des champs, à la blanchisserie. Bon, on l'envoie à la station météo, elle fait ce qu'elle peut à la station météo. Et elle découvre à ce moment-là, dans sa chair, le monde du bagne qu'elle connaissait d'après Dostoïevski et le misérable prix de la vie. Elle écrit un poème. La steppe, le ciel et le vent sauvage, l'abîme aussi, la triste débauche. Je vois, ô Dieu incommensurable, l'enfer existe, sans fond. Seulement, il n'est pas au-delà de la tombe, mais ici qui m'entoure et me prend, rage de la neige en tourbillon, plus brûlante que feu ou goudron. Donc elle passe ces années-là au Kazakhstan, au goulag. Et quand elle est libérée du camp, fin 1939, on pourrait peut-être dire, et peut-être elle-même l'a pensé, que le camp
l'a tenue à l'écart des terribles arrestations et des éliminations qui ont suivi l'année 1937, car elle a survécu. Elle a continué à écrire dans les pires conditions. Le prix payé pour cette remarquable université, je cite remarquable université à la Gorki, est somme toute assez peu élevé, dit-elle avec ironie. Une maladie de cœur et une tuberculose à un stade avancé. Elle a aiguisé sa réflexion de l'histoire et elle a tout un cycle historique. Elle parle de Pilate, de Savonarole, de Néron. Elle voit tout ce que les hommes historiques, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce à quoi ils ont été condamnés ou qu'ils ont condamné eux-mêmes. Encore une fois, victimes et bourreaux sont interchangeables. Donc, sortie du camp, elle ne peut pas aller n'importe où. Elle n'a pas le droit de revenir à Moscou. Elle passe d'abord quelques mois à Taganrog, c'est l'hiver, elle a froid, puis elle vient s'installer à Kalouga. Kalouga, qui est un peu plus de 100 km au sud de Moscou. Et elle y est à Kalouga en relégation de 1940 à 1947. Kalouga a été occupée par les Allemands fin 1941. Et ces années de guerre vécues à Kalouga par Anna sont pour elle des années de misère effroyables. Ses conditions de vie n'ont rien à envier à celles du camp. Il lui faut survivre. Elle n'a absolument pas d'argent. Elle essaie de faire toutes sortes de petits métiers pour lesquels elle n'est pas faite, du ménage, du gardiennage et même de la voyance. Elle est tout à fait prête à lire les lignes de la main des gens. Hein. Elle a assez de psychologie pour annoncer toutes sortes de malheurs aux gens. Elle n'a pas de quoi manger, donc elle quémande, elle fume, elle tousse beaucoup. Elle a toujours fumé toute sa vie. Elle est hantée par l'idée de la mort. Elle lit beaucoup, autant qu'elle peut. Tout son temps libre, elle le passe à lire dans les bibliothèques. Bien évidemment, elle ne peut pas acheter de livres. Dans cette ville de Kalouga, elle ne passe pas inaperçue. Elle a l'allure et le regard vif, mais un accoutrement des plus excentriques. Elle porte une veste rembourrée toute cramée, de gros godillots, et sur la tête un grand panama, pour la protéger, l'hiver comme été. Donc elle passe là les années de guerre, et en mai 1945, quand tout le pays en liesse célèbre la victoire tant attendue, elle connaît, elle, une des nuits les plus épouvantables de sa vie, parce que, la prenant peut-être à cause de cet accoutrement bizarre, ou son allure, ou je ne sais quoi, ou certains propos pour une espionne, des soldats avinés s'acharnent sur elle toute la nuit pour se venger des malheurs qu'ont causés les Allemands. Quel décalage a-t-elle vécu là, au moment de la victoire, dans la liesse de la victoire, entre ce qu'a vécu sa patrie et ce qu'elle-même a vécu. Et tout de suite après, dans le concert patriotique de la victoire, elle s'indigne, elle, du sort réservé aux prisonniers, aux soldats, pardon, pas aux prisonniers, aux soldats qui, à leur retour du front, sont parfois invalides, sont souvent invalides, et sont souvent réduits à mendier sur les places publiques. On lira ce poème. Nous sommes rentrés chez nous sans yeux, nous sommes rentrés chez nous sans bras, assis dans la poussière des marchés, avons poussé des chants de victoire. La charité pour les invalides. Voilà ce qu'elle dit après, au moment où tous les autres chantent la victoire. Et à 46 ans, elle n'est plus maintenant qu'un ridicule et pitoyable jouet du destin. C'était, je cite, ridicule et pitoyable jouet du destin dans un pays en délire. Alors, Kalouga, donc elle a passé ici 7 ans. Mais à nouveau, les gens sont méchants, son allure est bizarre, elle est toujours dans les livres, elle ne travaille pas, et comment aurait-elle pu faire? Elle fait des petits boulots. Elle est dénoncée par peut-être sa logeuse, et elle est à nouveau envoyée au goulag. Donc elle connaît un deuxième séjour au goulag, et cette fois-ci, elle est envoyée dans le Grand Nord. Bon, elle n'est pas la seule. Hein. Comme d'autres prisonniers, on pense aussi à Evgenia Ginzburg, Anna raconte le long voyage pour y arriver, où prisonniers politiques et droits communs sont confondus. Au goulag, elle vit la nuit de mars 1953, où ils ont appris la mort de Staline. Elle raconte, elle a des témoignages sur cette nuit.
En fille d'Ivanovo, elle s'identifie avec les humbles de son pays, les héros populaires. Elle chante les refrains de la Russie mendiante. Ce n'est plus du tout la prolétarienne, plus du tout. Elle chante les refrains populaires de sa Russie mendiante. Elle approfondit sa réflexion politique en voyant les cadavres de prisonniers jetés par-dessus les remblais, passer de la sorte des appartements communautaires des capitales aux fosses communes dans le Grand Nord. Et pour les recouvrir, la glace et le vide éternel sans tombe ni croix, écrit-elle. La glace et le vide éternel sans tombe ni croix. Tandis que la radio transmet aux oreilles des détenus les chants joyeux et patriotiques du pays. Elle ne craint pas de traiter sa patrie de monstrie. J'ai essayé de traduire monstrie. Elle fait rimer Rodina, le pays natal, avec Urodina, un monstre. Ce deuxième voyage au bout de la nuit voit l'épanouissement de sa poésie. Elle écrit comme jamais. Alors elle écrit, évidemment, elle n'a pas de beau papier, elle n'a pas de quoi écrire. Elle écrit sur des bouts de papier, comme l'a raconté Solzhenitsyn, comme d'autres l'ont raconté, sur des petits bouts de papier. La merveille, le miracle, c'est que tous les gardiens n'ont de cesse que de chipper tous ces bouts de papier et de les recopier par la suite pour en faire des témoignages à charge, évidemment. Mais c'est grâce à tous ces gardiens, à tous ces gens du KGB et tous ces gens de la milice que ces poèmes ont pu être préservés longtemps après sa mort. On les a retrouvés. Donc ces années 1952-1955 sont parmi les plus fécondes de sa vie. Elle a trouvé sa forme poétique, faite d'irrégularités rythmiques, une accentuation plus populaire que savante, comme une sorte de bégaiement sur fond d'harmonie. Peut-être tout à l'heure vous entendrez en russe ce rythme. Et là, au camp, se produit la rencontre qui va illuminer tout le reste de sa vie. Elle a près de 50 ans. Elle est malade, les épaules tombantes, des poches sous les yeux, contrainte de porter les pauvres vêtements octroyés par l'État, roulant ses cigarettes et toussant. Elle est foudroyée par l'amour. C'est un embrasement qu'elle vit. Je cite. « Je me jette dans l'amour comme en un précipice, comme dans l'oubli, la drogue, l'anesthésie. Je me jette dans l'amour comme dans le salut de tous ces jours et ces nuits déchiquetées, de ma mauvaise saison d'automne, de ma terrible fin qui s'annonce. Я бросаюсь в любовь, как в пропасть, как в забвение, в дурман, в наркоз. Я бросаюсь в любовь, как в спасение от истерзанных дней и ночей, от моей непогоды осенней, от погибели страшной моей. 1954. Cet amour tardif, dont l'apogée se situe en 1954-55, jette un pont qui la relie à sa jeunesse. Il est un fulgurant arc-en-ciel qui enjambe les saisons, du printemps à l'automne de sa vie, avec le pressentiment du dénouement final, bien sûr. Il est peu de témoignages aussi poignants sur l'amour au goulag, dans la promiscuité, quand les rapprochements amoureux sont épiés, moqués, punis. Cette intensité de vie amoureuse et de création poétique, floraison, dit-elle, floraison de son être dans une forêt ensorcelée, est inséparable chez Anna du tragique de la vie. Elle ne révèle que par ses initiales VM la personne à qui elle dédie ses vers, en la vouvoyant, ce qui n'en indique pas le sexe en russe. Pourtant, dans un des plus longs de ses poèmes, la première et la seconde, sous-titrée « Les deux prisonnières », elle fait en 1954 le récit de la rencontre et de l'amitié, drujba, qui lie deux femmes que tout semble opposer, sinon la passion de la lecture. L'une née à Paris, d'une grande féminité, une épouse et une mère qui goûtent au plaisir des sens, à la voix très douce, et l'autre si rude, tiraillée entre Dieu et le diable, dominée par la raison, qui lui fait redouter l'amour comme un esclavage. Leurs destinées à toutes deux s'inscrivent dans le tragique de l'histoire de l'Europe et de la Russie.
Anna évoque encore le surgissement du souvenir de cet envoûtement, c'est son mot envoûtement, dans Le temps à retrouver, Обретаемое время, qu'elle écrit en 1954 en référence à Proust, un très court récit. Ce n'est que plus tard que l'on apprendra le nom de VM. Il s'agit de Valentina Makotinskaya, russe née à Paris en 1908, d'ascendance juive, rencontrée au camp durant l'hiver 1949. Ces dernières années, c'est-à-dire au tournant du XXe et du XXIe siècle, on a mis l'accent sur le côté homosexuel de cette relation. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire. Bien sûr, je ne nie pas cet aspect. Anna a toujours exprimé sa répulsion du mariage, n'a jamais fait mention d'homme dans sa vie, mais je n'ai rien à en dire de plus, sinon que sur les chalits des baraques, elle était avec des femmes et qu'elle s'est amourachée d'une de ses voisines dans le camp. L'amour et l'écriture sont maintenant les deux composantes de sa drogue quotidienne, grâce à quoi elle fait à son tour l'expérience paradoxale de la liberté derrière les barbelés. Et je voudrais rappeler une enquête à laquelle elle avait répondu quand elle était toute jeune encore, quand on lui avait demandé ce qu'elle pensait que pourraient être les meilleures conditions pour une création littéraire. Elle avait dit la prison. Voilà ce qu'elle avait répondu toute jeune. Elle avait dit une situation carcérale. Et bien là, elle est derrière les barbelés et elle se sent vivre libre. Elle éprouve ce sentiment de liberté derrière les barbelés dont Solzhenitsyn lui-même a parlé. On peut être prisonnière, mais garder sa liberté intérieure. C'est ce dont elle témoigne. Elle est rebelle, elle est opposante face à de médiocres bourreaux. Elle est fière, misérable, mais elle est en accord avec elle-même. Le 7 janvier 1956, elle apprend sa libération au bénéfice de l'amnistie générale de mars 1953. Elle est alors reconnue officiellement invalide du 2e degré. Donc elle est libérée. Mais hélas pour Barkova, on va montrer peut-être l'autre portrait que Dronikov a bien voulu faire. Voilà Anna Barkova dans son âge plus que mûr, plus d'une cinquantaine d'années. Donc elle vit alors la sinistre odyssée des prisonniers libérés, obligés de se terrer, contraints à mendier car ils ne se voient refuser tout travail. Elle écrit « J'ai été mise », et c'est là qu'elle commence davantage à écrire en prose, tout en continuant à écrire des poèmes, bien sûr. « J'ai été mise aux abonnés absents. De prisonnière, je me suis transformée en personne problématique. Je ne suis sur la liste ni des vivants ni des morts, pourtant j'existe. Je vis sans argent, sans travail, sur le compte, pour ainsi dire, de charité privée. Elle n'a nulle part où vivre, nulle part où écrire. Elle écrit à ses quelques amis de Moscou de lui envoyer de l'argent. Elle n'en a pas. Pasternak lui répondra qu'il lui envoie un tout petit quelque chose, mais il ne peut pas faire plus. Au début de l'année 1957, à l'approche d'un festival international de la jeunesse, elle doit quitter la capitale. Vous savez qu'avant les grands événements, il faut que la capitale soit propre. Elle doit quitter comme beaucoup d'éléments indésirables. Elle se réfugie dans un petit village d'Ukraine. Elle part avec une compagne de camp. Et elle écrit « La campagne de réhabilitation est terminée, la campagne d'isolation commence. » Et là, elle enrage de voir le mensonge triomphant, la culture bafouée, l'humanisme moqué. Elle écrit « Époque des grandes falsifications. On falsifie l'histoire, on falsifie la science, les sentiments et les pensées. » 3 nouvelles, qui ne sont pas traduites en français, dont l'une n'est publiée qu'en 2007 en Russie, rendent compte de son inquiétude. Je dis les titres. Comment se fait la Lune, 8 chapitres de délire, et la libération de Guingwania. Libération de Guingwania, vous entendez l'ironie mordante. Il y a un de ces personnages qui s'appelle Jouy-Mouille-Trouille, un truc comme ça. Voilà. Un court récit, elle se moque de cette époque.
Elle se moque, mais elle se moque. C'est bien pire que ça, elle s'indigne. Et elle dit, entre le modèle de société occidentale, démocratie prospère, où n'émerge plus de personnalité, et où ne demeure que, je cite, l'éternelle originalité du meuglement de la vache et du bêlement du mouton, au milieu de l'ennui et de la débauche. Donc entre ce modèle et la variante communiste, partagée entre une caste de privilégiés et la masse des opprimés, où toute individualité est abolie, les différences se sont estompées. Le bonheur proposé fait peur. C'est partout la même catastrophe spirituelle, pire que toute déflagration atomique. La pensée est standardisée, que ce soit à propos du patriotisme ou de l'entité européenne, du nationalisme ou de l'internationalisme. La morale s'est relativisée. Les prophètes de la modernité ont laissé au monde l'unification, la violence perfectionnée, l'esclavage spirituel, le mensonge généralisé, la couardise et toutes les formes de dégradation. Devant cette tragédie, la seule réponse de l'héroïne est de choisir la révolte, la résistance spirituelle. Elle crie non à tout, et c'est le diable qui à la fin dit Amen. C'est comme ça on a ça dans 8 chapitres de délire. Bon, je vais bientôt finir. Ces écrits de Barkova sonnent terriblement prophétiques et d'actualité. Et c'est sans doute pour cette raison que, confisquée lors d'une perquisition, elle est dans un petit village d'Ukraine, bien évidemment personne ne la connaît, elle est complètement inconnue, elle n'écrit que pour son journal, que pour le tiroir, pour elle. Donc ces documents sont confisqués et ces documents lui valent une nouvelle condamnation. Et comme dans le cas de Grossman, c'est l'œuvre qui est arrêtée, alors que le dégel a sonné déjà et qu'elle vit très isolée. Elle est condamnée à 10 ans de camp, à nouveau. La Mordovie, l'Ozerlag, en Sibérie. Lors d'un transfert à pied dans la neige, ses co-détenus la croient sur le point de mourir. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de lire ce petit passage qui est touchant. Je vais essayer d'abréger. Nous avancions lentement, mais Anna Alexandrovna, dit une de ses voisines de voyage, à bout de souffle à cause de son asthme, mettait à peine un pied devant l'autre. Bientôt, complètement épuisée, elle s'assit dans la neige en disant qu'elle n'irait pas plus loin. Nouant alors 2 fichus, on l'allongea dessus comme sur un brancard et on se mit à tirer. Les fichus partaient en lambeaux et on la traînait pratiquement sur le sol hérissé de neige glacée. Anna supportait en silence. Enfin, une femme la prit dans ses bras comme un enfant, puis on réussit à arrêter le chariot de bagages et à l'y installer. Sincèrement, on ne croyait pas qu'elle resterait en vie. Et c'est à cette époque qu'elle rencontre là Olga. Pardon ? Voilà, Olga Ivinskaya, la muse de Pasternak. Donc elle survit, elle est libérée, pleinement réhabilitée en 1965. Elle écrit « Comment appeler le siècle qui a placé l'homme devant de telles conditions ? Ce siècle porte un nom, c'est le siècle du socialisme, le siècle de la libération de l'homme. » Anna vit ses dernières années dans un petit appartement de Moscou, avec une modeste retraite obtenue grâce à l'intervention de Tvardovsky. Malade, elle a du mal à respirer, mais il lui reste, comme durant sa vie, toute sa vie, la force de l'esprit. Tous les jours, elle se rend à pied à la librairie de l'Arbat, comme d'autres vont au bureau. Une anecdote est révélatrice de la vie qu'elle mène. Quelques amis lui offrent un jour un réfrigérateur, mais peu de temps après, il le voit ne fermant plus, rempli de livres. Elle lit en samizdat, durant quelques heures ou quelques nuits, Solzhenitsyn, qu'elle n'appelle que Chouchotchka. Elle ne l'a pas connu personnellement, ou Grossman. Dostoïevski a toujours la première place dans son cœur. Elle place très haut Anatole France, Thomas Mann, Strindberg, Knut Hamsun. Elle se demande toujours où est son âme, ce jeu perpétuellement autre. J'avance, étrangère à moi-même, arrivant au bout du chemin. Voilà, je me cherche aux aguets, j'attends, sans réussir à me trouver. Dans ses derniers poèmes, elle oscille entre lyrisme et hyperréalisme. Lyrisme, on peut le sentir, hyperréalisme, de voir
ce qu'elle est devenue, un corps, des os, pas grand-chose à faire sinon aller au crématorium. Se sachant au bout de sa route, subrepticement et comme malgré elle, elle s'ouvre à nouveau à la tendresse du Christ entrevue dans son enfance et demande un service religieux pour ses obsèques, ce qui n'est pas si simple à l'époque. Son dernier poème date de janvier 1976. « Pardonne à mon âme nocturne et prends-la en pitié », on va lire tout à l'heure. Mais l'histoire de son œuvre ne s'arrête pas là. Lors de la petite collation qui a suivi ses obsèques, réunissant une quinzaine de personnes, 2 de ses proches ont commencé à lire un de ses poèmes. Après quoi, les autres personnes, d'anciennes prisonnières du goulag, ont elles aussi récité des poèmes qu'elles avaient appris par cœur et gardés en mémoire, et que personne ne connaissait. C'est ainsi qu'a commencé le travail de mémoire et de reconstitution posthume de son œuvre. Un premier recueil poétique paraît en 1990, puis après l'ouverture des archives, un miracle donc que ces poèmes aient été collectés, retranscrits, paraît un second et un troisième. Anna Barkova reçoit un prix littéraire posthume dans sa région en 1993. Des colloques ont lieu. Anna émerge du souterrain. La chanteuse Elena Frolova aussi chante ses chansons. Voilà, alors je pourrais vous dire d'autres choses, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. On va lire peut-être quelques poèmes. Catherine, immense merci. C'est déjà tellement riche. Et déjà, vous avez lu beaucoup dans 2 langues. Votre russe est remarquable. Donc, on a vraiment senti. C'est incroyable. Encore, c'est très difficile à lire cette poésie. Quelle allitération, quel jeu. Mais vous allez nous aider aussi à le lire. Grand bravo. Bon, je ne sais pas s'il y a peut-être une première question ou on va tout d'abord écouter quelques poèmes. Oui. Pour Une voir, question disons, là-bas. Voilà, pour rentrer au plus vif du sujet. Alors qu'on est évidemment déjà. En 1941, la Kalouga était occupée par les Allemands. Oui. Est-ce qu'il y a quelques détails de sa vie? Parce qu'il était bientôt libéré. Et l'autre chose, à Kalouga habitait la mère du célèbre traducteur russe Nikolai Lyubimov. Elle ne parle pas de Lyubimov, elle parle des Allemands qui occupaient Kalouga, oui, mais pas de cette personne. Sa vie sous l'occupation, vous savez quelques détails? Elle dit que sa vie, que ce soit sous l'occupation ou pas sous l'occupation, ça ne changeait pas beaucoup à sa misère. Ça ne changeait pas grand-chose. Voilà, ça c'est la dernière photo qui est prise d'elle en 1973. On n'a que ça, et la photo n'est pas très bonne, mais on la voit avec son thé. Elle se nourrissait de thé et de lecture. Et de cigarettes, elle fumait beaucoup. Voilà, alors on va lire quelques poèmes. Catherine, à votre choix. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on commence par les premiers poèmes? Oui, allez, on va faire celui-ci, qui est l'Amazone. C'est un de ses premiers poèmes prolétariens, donc de jeunesse, tout à fait. Alors, attendez, ceux qui veulent, vous avez des petites brochures où c'est que j'ai faites pour ceux qui veulent, où c'est en russe et en français. Mais peut-être ça vous suffit de l'entendre. En tout cas, c'est la poésie qui demande d'être lue. Je veux dire de haute voix. Donc, on lit l'Amazone. Amazon. Амазонка. На подушечку теплую, нежного счастья, иногда я мечтаю склониться. И мечтаю украсть я, что щебечущим женщинам снится. Но нельзя в боевой запыленной одежде забраться в садик наивных мечтаний. И тоскую я, где мои серебристые ткани? Привлекает, манит лукаво подушечка, амазонку с оружием грозным. Я не буду игрушечкой, невозможно и скучно, и поздно. Те глаза, что меня когда-то ласкали, во вражеском стане заснули. И приветствую дали
Я коварно целующий пули. Je le dis en français. Sur le mol oreiller d'un bonheur bien douillé, je rêve quelquefois de me poser, aussi de dérober ce qui peuple les nuits des femmes roucoulantes. Mais pas moyen en tenue de combat de pénétrer au doux jardin des songes, et je me désole, où sont donc, où mes étoffes argentées? Cet oreiller malin attire et tente l'Amazone aux armes menaçantes. Non, je ne serai pas un jouet. Impossible, cela m'ennuie, c'est trop tard. Ces yeux qui autrefois m'ont caressé se sont endormis au camp ennemi, et je salue les horizons d'une balle au baiser perfide. Браво, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on sent, semble-t-il, Ахматова. En tout cas, quand je lis, что щебечущим женщинам снится, ça fait très penser à «И столетия мы лелеем, еле слышный шелест шагов». On sait bien que pour c'est vrai qu'Akhmatova jeune était reconnue comme la poétesse anglaise. Voilà, alors on avance de quelques années, 1928. Пропитаны кровью и желчью наша жизнь и наши дела. Ненасытное сердце волчье нам судьба роковая дала. Разрываем зубами, когтями, убиваем мать и отца, не швыряем в ближнего камень, пробиваем пули сердца. Об этом думать не надо, ну так изволь. Подай мне всеобщую радость на блюде, как хлеб и соль. Regorgeant de sang et de fiel, notre vie suinte de partout. Un cœur insatiable de loup nous échoit d'un destin cruel. À coups de dents, à coups de griffes, nous lacérons nos pères et mères. À notre frère, nous ne jetons la pierre, nous le visons d'une balle en plein cœur. Ah, point ne faut penser à ça. D'accord, mais qu'on me la joue belle et porte pour tous de la joie sur un plat, comme il se doit pour le pain et le sel. Bon, on ne va pas lire le deuxième, je crois que je l'avais un petit peu lu. On va avancer celui-ci, je crois, 1953, celui où elle parle de ces prisonniers qui rentrent. Non, pas des prisonniers, pardon, des soldats. J'ai oublié de dire, parce que je ne pouvais pas tout dire, elle a un poème absolument extraordinaire dans les années 1924, où elle parle de tous ces petits-enfants qu'elle voit décimés par la famine. Tous ces pauvres petits, c'est quelque chose de poignant. Et je crois que c'est enfin, moi, je ne connais pas beaucoup de poètes de l'époque qui ont eu un poème à ce point terrible sur ces enfants décimés par la famine. Voilà, on va lire donc celui sur les soldats qui rentrent. Чем торгуешь ты, дура набитая, голова твоя бесталанная, сапогами мужа убитого, его гимнастеркой рваную. А ведь он, как я, герой, со святыми его упокой. Ах ты, тетенька бестолковая, может, ты надо мной сжалишься, бросишь корку хлеба пайкового в память мужа и его товарищу? Все поля и дороги залива кровью русской, кровушкой алою, кровью нашей, кровью вражеской. Рассказать бы все, да не скажется. Закоптелые и шершавые, шли мы Прагой, Берлином, Варшавою, проходили мы победители, перед нами дрожали жители. Воротились домой безглазые, воротились домой безрукие, и с чужой незнакомой заразой, и с чужой непонятной мукой. И в пыли на базаре сели, и победные песни запели. Подавайте нам, инвалидам, мы сидим с искалеченным видом, пожинайте нас, победителей, поминающих ваших родителей. Que cherches-tu à vendre, pauvre sotte, pauvre tête de linotte? Les bottes de ton défunt mari et sa veste déchirée. Et pourtant c'était un héros comme moi, qu'il repose en paix auprès des saints. Ah, toi, femme sans jugeote, peut-être auras-tu pitié de moi, peut-être jetteras-tu le quignon de ta ration en souvenir de ton mari à son ami. Tous les champs, toutes les routes baignent dans le sang russe, le beau sang vermeil, notre sang, celui des ennemis. Mais comment réussir à tout dire?
Noir de fumée, le poil hérissé, avons vu Prague, Berlin, Varsovie. Quand nous avancions, nous les vainqueurs, devant nous les habitants tremblaient. Nous sommes rentrés chez nous, sans yeux. Nous sommes rentrés chez nous, sans bras. Venus d'ailleurs, une plaie nouvelle, d'ailleurs un chagrin mystérieux. Assis dans la poussière des marchés, avons poussé des chants de victoire. La charité pour les invalides. Nous sommes les mutilés de guerre. Ayez pitié de nous, les vainqueurs, en souvenir de vos pères et mères. J'ai une pensée pour Nicolas Dronikov parce que c'était un des poèmes qui l'avait beaucoup marqué, celui-ci. Il avait fait la guerre, il se rappelait. Bon, peut-être on va avancer. Peut-être celui-ci, hein, vous m'avez dit. Мы чувствуем только для рифмы, для эстетики с голоду мрем. Ради славы болеем тифом, ради строчек горим огнем. Лишь во имя литературы наши подвиги и грехи хлещет кровь из растерзанной шкуры, чтоб получше вышли стихи. Donc elle parle là de son métier d'écrivain soviétique. Nos sentiments sont pour la rime, crevons de faim pour faire bien. Le typhus, mais c'est pour la gloire. Les brûlures, mais c'est pour la strophe. Au nom de la littérature, tous nos exploits, tous nos péchés. Le sang jaillit par tous nos pores, nos vers seront meilleurs encore. Voilà. Donc on avance dans... voilà. On va arriver au dernier poème. On en lit un ou deux, comme vous voulez. Peut-être deux. Alors, voilà. Celui-ci, c'est bien... Oh, oui, c'est bien Чужая. Donc on est déjà 75. en 1975. Себе чужая я иду, клонясь к концу пути. Себя ищу, ловлю и жду, и не могу себя найти. Кто в этом теле? Не понять. И думай душу не обнять, и сердце не постичь. Мое неведомое я, душа заблудшая моя, на мой откликнись, клич. Donc toute sa vie, elle s'est cherchée, les deux poétesses. J'avance, étrangère à moi-même, arrivant au bout du chemin. Je me cherche aux aguets, j'attends sans réussir à me trouver. Qui est dans ce corps? Je ne sais, ne puis faire le tour de mon âme, ni atteindre mon cœur. Ô mon moi inconnu, ô mon âme égarée, faites écho à mon appel. Et alors je voudrais juste vous signaler les 4 vers qui sont là au-dessus. C'est pour moi quelque chose de très émouvant. C'est avec ces 4 poèmes, ces 4 vers-là, que juste avant de mourir, enfin elle était déjà malade, elle était à l'hôpital, qu'elle a exprimé ce qui lui restait de ses retrouvailles en quelque sorte avec le Christ. Quand elle parle de tendresse, c'est toujours la tendresse du Christ, ce n'est jamais l'amour. L'amour pour elle, c'est la passion, l'exaltation, la flamme, tout ce qui est immense. Mais la tendresse, c'est toujours celle du Christ. Et là, c'est telle une douleur lancinante. Elle est au bout de son chemin, elle n'en a pas parlé pendant 40 ans. Et la grâce de cette tendresse, elle était malade à l'hôpital et son amie n'arrivait pas à recopier, à retrouver ce qu'il y avait devant tendresse. Donc elle avait la grâce et puis tendresse. Et Barkova dit, ajoutez simplement ce petit mot, etei, cette tendresse. Cette tendresse, c'était celle du Christ. Et pour la dire, tant elle me hante, rien que ce sanglot qui se blesse et les larmes enfin, comment dire, quand enfin elle peut dire ce qu'elle, avec tous ces mots très pudiques, quand elle exprime son sentiment pour le Christ, son sentiment religieux. C'est tout à fait la fin de sa vie. Et on arrive au dernier poème qu'on a de Barkova, voilà, 76, quelques jours avant qu'elle meure. Помилуй, Боже, ночные души. Et une petite note, не знаю откуда. Donc, d'où, je ne sais.
Прости мою ночную душу и пожалей. Кругом все тише, и все глуше, и все темнее. Я отойду в страну удушья, в хмарь ноября. Прости мою ночную душу, любовь моя. Спи, сон твой я хочу послушать, тревог полна. Прости мою ночную душу в глубинах сна. Donc, Pardonne à mon âme nocturne, ça a été le titre aussi d'un recueil qui a été publié, incomplet bien sûr, mais ça a été le recueil qui a été publié après sa mort aussi. Seigneur, prends pitié des âmes nocturnes, tirées d'où je ne sais. Pardonne à mon âme nocturne et prends-la en pitié, quand rampe le silence, l'obscur, que font toute clarté. Je pars au pays de froidure, novembre au souffle court. Pardonne à mon âme nocturne, ô toi, tout mon amour. Dors, je veux que ton sommeil dure, l'écouter tout en fièvre. Pardonne à mon âme nocturne, au tréfonds de tes rêves. Voilà. Grand merci à Catherine. Maintenant, nous avons tous les éléments pour ouvrir les discussions. Vos questions, vos émotions, peut-être quelques idées à partager. Est-ce qu'il reste beaucoup de sa poésie et prose qui ne sont pas publiées? Pour ce qui est des poèmes, on pense que non, mais on pense que, en tout cas, a été publié tout ce qu'on a découvert. Alors, il n'est pas impossible que d'autres écrits, peut-être plutôt en prose, soient retrouvés. C'est pas impossible, mais on ne sait pas. Elle est quand même morte en 1976, et comme elle était vraiment très seule, pas d'enfants, pas de famille, très peu d'amis. Vous voyez, ces poèmes qui ont été retrouvés, déjà les premiers autour de son cercueil, enfin le jour de ses obsèques, c'est la mémoire qui a surgi. Et bon, je pense que bon, ce n'est pas impossible, mais c'est quand même, je sais pas, on a déjà trouvé beaucoup, on a beaucoup de poèmes en fait de Anna Barkova. C'est très riche, hein, c'est tout un gros volume. Et cette découverte des archives qui a été envoyée à Ivanovo en 1991, sur le livre là, il y a une petite photo, bon c'est tout à fait minuscule, mais c'est moi devant le paquet de ces chemises cartonnées rouges qui sont arrivées à Ivanovo tout droit des archives du KGB directement. On voyait tous ces poèmes sur du papier Bible, tapés à la machine. C'est comme ça que les tombeaux sont les mémoires, c'est les meilleures des mémoires. En fait, c'était pas les tombeaux, mais quand même quelque chose. Hein. Ça a été bon. C'est comme ça que sa mémoire a été gardée. C'est un paradoxe extraordinaire. Elle n'est pas la seule, peut-être dans ce cas-là. Hein. C'est grâce au KGB, quoi. Voilà. Les KGBistes sont les meilleurs archivistes, voilà. C'est clair. C'est l'histoire de Cœur de chien de Bulgakov. Et voilà. Mais la question est très pertinente. Bien sûr. Il y a peut-être quelque chose aussi qui a été écrit au Gulag, qui peut-être on va rechercher un jour. Peut-être. Vous avez mentionné cet essai Обретенное время, le oui. temps retrouvé. Alors ça, c'est un tout petit... Обретаемое время, c'est un petit récit, je crois, écrit en 1954, peut-être je me trompe de date, mais pas beaucoup, dédié, enfin, en souvenir de Proust. Et Обретаемое время, on pourrait traduire le temps à retrouver. Évidemment, ça fait mention de Proust, ça rappelle Proust, mais pour elle, il n'y a pas de temps retrouvé, il est toujours à chercher et à retrouver. C'est des souvenirs qui sont en permanence à retrouver. Et c'est dans ce petit texte, hein, il fait quelques pages, pas plus d'une dizaine, peut-être 7-8, elle parle du souvenir qu'elle garde toute sa vie de sa première rencontre avec VM, avec Valentina, quand elle l'a aperçue élégante, vêtue de gris, de marron. Voilà. Et c'est là qu'elle parle de cette rencontre. Voilà, dans Обретаемое время.
Et elle dit, oui, c'est le surgissement du souvenir, et en pensant à Proust, elle dit que ce sont des souvenirs qui apparaissent tout à coup, on ne sait pas très bien comment ni pourquoi, et que ce ne sont pas les souvenirs des choses les plus importantes. On ne sait pas pourquoi toujours tel souvenir effleure. Enfin, dans le cas de Valentina, oui, mais pourquoi est-ce que c'est le souvenir de son vêtement marron et gris? C'est ces deux couleurs qui la poursuivent. Pourquoi ces deux couleurs alors qu'elles ont vécu au goulag? Et pourquoi ces deux couleurs? Bon, on ne sait pas pourquoi les souvenirs surgissent. Voilà ce qu'elle dit. C'est tout à fait Proust. Hein. C'est vraiment les premières pages de la recherche. Sauf que, comme vous dites, pour Proust, on peut retrouver le temps. Mais pour elle, non. Et évidemment, ce qui est le plus surprenant, c'est sur Souvenir de Proust, il est pleinement un goulag. Mais je crois qu'il faudrait vraiment traduire les récits en prose, parce que ça sonne tellement, tellement actuel quand on parle de cette pauvreté spirituelle, de cette tristesse, de ce manque d'ambition, de cet avachissement de la société, de l'humanisme qui décroît, tout ça... on est toujours en plein dedans, que ce soit en Russie, en Europe, partout. Hein. Donc ça, elle l'a écrit dans les années 1950. C'est extraordinaire qu'elle ait eu cette préscience. Et quand on dit que en Union soviétique, beaucoup ne savaient pas, bien sûr, beaucoup ne savaient pas ce qui se passait, mais il y en a qui ont senti, deviné. Elle avait ce don, son biographe Taganov parle du don de Cassandre, de prophétesse en fait. Hein. Elle voyait, elle devinait les choses, comme elles se passeraient. On dirait presque Sibylle, parce qu'il y a aussi un peu de colère. Hein. Bien sûr. Cassandre a la particularité d'avoir... Cassandre était prophétesse, mais elle avait la particularité de n'être jamais crue dans ses prophéties. Bien sûr. Elle n'était pas crue, elle n'était pas lue. Personne ne connaissait ce qu'elle disait. Donc, bien sûr, elle n'était pas crue, mais elle n'était même pas entendue. D'ailleurs, c'est ce que Barkova a dit à Taganov quand il est venu là-bas. Il dit « Non, je ne suis pas oublié, on ne m'a pas connu. » Elle a fait référence, vous avez dit, à Dostoïevski qui a passé plusieurs années au bagne, mais la seule œuvre dont on pouvait disposer de Dostoïevski, c'était l'Évangile. Et alors, donc, ma question, est-ce que Barkova avait à sa disposition quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle avait l'Évangile ou d'autres textes pendant sa détention? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question intéressante, enfin, et très précieuse pour Barkova, parce que la Bible familiale de son enfance l'a suivie toute sa vie. Et on l'a retrouvée, et je crois qu'il y a des photos dans la traduction, dans la traduction de mon livre, là en russe, ils ont réussi à mettre quelques photos, je pense, et il y a cette vieille Bible familiale, et la première page, sur la première page, les deux premières pages sont indiquées les jours de naissance et de mort des 4 premiers enfants et de Anna, bien sûr, Barkova 1901, et c'est sa vieille amie Lénina Sadiga qui a marqué la date de son décès. Ce qui veut dire, ça c'est quelque chose de précieux pour tous les biographes, mais ce qui veut dire que sa vieille Bible familiale ne l'a jamais quittée, ne lui a jamais été retirée. Et j'ai fait à Kalouga, quand il y a eu un colloque, un exposé sur les motifs religieux, et je dois dire que personne parmi les savants, les spécialistes de la poésie et de l'œuvre de Barkova n'avait cette connaissance, parce que aucun soviétique ne connaissait la Bible. Et ces poèmes sont truffés de citations bibliques, un peu cachées, mais c'est partout, c'est partout. Et justement, quand elle parle du Christ tendresse et pitié, pour les Russes ne savaient pas. La tendresse, c'était pour eux synonyme de Lyubov. Et quand j'ai essayé en suivant tous les poèmes, de voir dans quel cas elle utilisait le mot de tendresse, c'était jamais dans des poèmes d'amour, mais toujours dans des souvenirs
non exprimée, elle ne parlait jamais du Christ, mais c'était presque toujours lié à ses souvenirs du Christ lumineux de son enfance, qu'elle a, je peux dire, retrouvé à la fin de sa vie. Donc sa Bible, elle l'a toujours gardée, elle l'avait sur elle, toujours. C'était une toute petite Bible. Donc cela, c'est aussi du Dostoïevski. Alors, est-ce que je pourrais vous montrer, je ne sais pas s'il y a des photos là, je vais regarder, sinon je vous montrerai, monsieur Yagello, où sont les photos. Peut-être entre-temps d'autres questions. Elle a lu Proust et Anatole France en français. Non, elle ne lisait pas le français. Non, non. Oui, les premières traductions de Proust apparaissent déjà en 1928, donc rêve de traduction. D'ailleurs, les premières, et ce qu'on considère jusqu'à aujourd'hui comme meilleure traduction de Proust. Voilà tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai vu moi-même, c'est une photocopie des 2 premières pages de la Bible familiale sur la et donc c'était gardé. Les biographes ont toujours cette Bible familiale. Elle existe dans les archives de Barkova. D'autres questions, d'autres remarques? Ça ne doit pas être facile de traduire tous ces poèmes. Vous avez dû passer un temps. Comme ça, c'est l'œuvre du traducteur, hein, bien sûr. Je sais, mais enfin, c'est jamais très facile de traduire le russe. Mais c'est aussi parce que je pense qu'on ne peut pas étudier un auteur sans sentir une profonde affinité. Donc, moi, je me suis tout de suite sentie en affinité avec cet auteur. Et pour la petite histoire que je raconte dans la préface, j'ai découvert en rentrant d'Ivanovo, donc je ne sais plus, dans les années 90, je suis repartie d'Ivanovo à Nijni avec quelques ouvrages de Barkova, et j'ai vu qu'elle était née le 18 juillet, et enfin, bon, je ne sais plus, 17 ou 18 juillet, et je me suis dit, ben, c'est ma date de naissance, et c'était la même date de naissance entre l'ancien calendrier et le nouveau calendrier. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi à propos de traduction? Dans notre revue, là, dans le numéro 31, il y a un de ces récits en prose qui a été traduit, que j'ai traduit, Le mari d'acier. Et ça, c'est assez amusant. Ça date de 1926. 1926, c'est donc la fin de sa période prolétarienne, et qu'en 1926, cela fait écho à Antisexus qu'a écrit Platonov. Les deux ne se connaissaient pas, les deux ont écrit Platonov, Antisexus, et elle, Stalnoï-Mouche, pour... ce sont 2 anti-utopies contre la mécanisation des rapports sexuels amoureux, en fait. Hein. Il s'agit de créer une machine, un mécanisme permettant d'améliorer les relations entre les individus. Mécanisation des rapports. Antisexus de Platonov, une machine qui ne marchait pas bien. Tout le monde en était content, mais seul Charlie Chaplin et Platonov trouvaient que c'était pas possible. Et elle a fait une machine merveilleuse. Elle a un mari qui répondait parfaitement, dans son récit, hein, parfaitement à tout ce qu'elle en voulait. Il était un merveilleux amant, bien sûr, mais un homme d'une intelligence extraordinaire, un orateur magnifique, un musicien. Mais à la fin, c'est la machine qui se casse elle-même parce que la machine ne supporte plus qu'on la considère comme une machine, et la machine se révèle plus humaine que l'homme, en fait. Voilà, 1926. Donc, et ça, c'est traduit là-dedans. Voilà, cette revue, Tatiana nous a dit que nous aurons en octobre une présentation, et donc là, déjà, c'est... Voilà. Heureusement, c'était fini. Peut-être un signe qu'on peut un peu changer le régime de notre soirée, c'est-à-dire qu'on est déjà tellement, voilà, on a reçu cette émotion très forte. On remercie de tout cœur Catherine pour tout ce qu'elle a apporté ce soir, pour tout ce qu'elle a fait pour garder l'héritage de Anna Barkova. Immense merci.